20 novembre 2025, New York. Les acheteurs se pressent dans la salle de vente de la très célèbre multinationale de commerce d'œuvres d'art, Sotheby's. Ce jour-là, une pièce d'exception est mise en vente et elle s'arrache à grande vitesse. Il n'aura fallu que 5 petites minutes aux acheteurs pour acquérir le chef-d'œuvre intitulé El Sueño, le rêve. L'artiste qui l'a peint est décédé il y a 70 ans, mais est toujours une des personnalités les plus influentes du monde de l'art. Cette artiste est une femme du nom de Frida Kahlo et son Sueño vient de se vendre 54,66 millions de dollars, un record pour une création artistique féminine. Mais qui était-elle vraiment, cette Frida Kahlo ? Beaucoup la connaissent peut-être son iconographie, mais peu connaissent vraiment sa vie. Et bien ça, on va le découvrir dans cette vidéo. Installe-toi bien, je t'emmène aujourd'hui parcourir la vie d'une artiste les plus connues de l'histoire de l'art. On parle aujourd'hui de Frida Kahlo. De son nom complet, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Frida Kahlo naît le 6 juillet 1907 à Coyoacán, dans le sud de Mexico. Elle est la troisième d'une fratrie de 4 et partage 2 origines bien différentes. Sa mère, Mathilde Calderón y González, a du sang indigène, tandis que son père, Guillermo Kahlo, est un photographe immigré allemand. L'enfance de Frida ne se passe pas sous les meilleurs auspices et tout particulièrement avec sa mère. La future artiste la décrira plus tard comme une femme intelligente mais parfois cruelle, calculatrice et fanatique religieuse, contrairement à son père auprès de qui elle se sent aimée. C'est aussi grâce à lui que l'esprit artistique de Frida va se former, se développer, puisqu'il l'initie à la littérature, la philosophie, la peinture, mais surtout à la photographie. Ainsi, tout se passe plutôt bien dans sa très jeune vie jusqu'à l'âge de ses 6 ans. En 1913, elle contracte alors la poliomyélite, une maladie difficile à traiter à l'époque. Et à cause de la polio, Frida voit sa jambe droite s'atrophier, ce qui la fait fortement boiter. Pour elle, c'est évidemment un vrai handicap physique, mais aussi psychologique, puisque à l'école, elle est régulièrement le souffre-douleur de ses camarades qui la surnomment Frida la coja, Frida la boiteuse. Mais malgré ça, elle est une élève particulièrement douée, si bien qu'en 1922, elle est admise à la Escuela Nacional Preparatoria, un des établissements les plus célèbres et réputés du pays. À cette époque, pourtant, la vocation d'artiste ne s'est pas du tout présentée à elle. À l'origine, Frida s'intéresse plutôt aux sciences naturelles et envisage de faire carrière dans le milieu médical ou dans la physique. À cette période, elle lit et se documente aussi énormément à propos de la culture mexicaine et de la politique. Et plus elle se renseigne, plus elle devient engagée socialement et politiquement. Avec des camarades, elle forme un groupe de pensée révolutionnaire appelé les Cachuchas et falsifie sa date de naissance en prétextant être née le 7 juillet 1910 pour correspondre à la date du début de la révolution mexicaine. Le temps passe ainsi jusqu'en 1925 et plus précisément le 17 septembre 1925. Frida Kahlo rentre chez elle après les cours à bord d'un bus, mais ce dernier, aux abords d'un croisement, percute violemment un tramway et crée un énorme accident qui coûte la vie à plusieurs personnes. Frida Kahlo en réchappe, mais au prix de nombreuses blessures. Emmenée d'urgence à l'hôpital, elle reste immobilisée pendant de nombreux mois et pour cause, une barre métallique a transpercé son bassin et son abdomen. Des blessures tellement importantes que les médecins lui déclareront qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Sa jambe et son pied droit sont aussi fracturés à plusieurs endroits, ses côtes et sa colonne vertébrale sont aussi brisées. Elle en gardera des séquelles à vie. À sa sortie de l'hôpital, les blessures sont tellement importantes qu'elle est obligée de porter un corset en plâtre qui la force à rester alitée pendant encore plusieurs mois. C'est alors à ce moment qu'elle commence véritablement à peindre. Elle est aidée par sa mère qui lui fait fabriquer un chevalet et un lit à baldaquin pour placer un miroir au-dessus d'elle, ce qui d'ailleurs peut expliquer pourquoi son œuvre comporte autant d'autoportraits. Et même si elle n'est plus en capacité de travailler, Frida Kahlo reste toujours active intellectuellement. En 1928, elle s'inscrit au Parti communiste mexicain sur les conseils d'une amie. Elle commence aussi à s'intéresser à la place de la femme dans la société mexicaine et dès lors, elle ressent un fort besoin de ne pas se conformer à la société patriarcale de son pays. Pour faire simple, elle veut devenir une femme libre. Elle laisse
pousser sa moustache, arbore un monosourcil proéminent et porte des robes colorées bien reconnaissables appartenant au folklore mexicain. 1928, c'est également la date de sa rencontre avec un autre artiste mexicain influent, Diego Rivera, reconnu pour ses grandes fresques murales prenant en sujet l'histoire et la société mexicaine. Au cours d'une soirée, Diego est présenté à Frida et tout de suite le courant passe entre deux. Elle lui montre plusieurs de ses travaux et Rivera est totalement impressionné par ses œuvres qui selon lui dégagent une force d'expression peu commune accompagnée d'une réelle sévérité. Pour lui, c'est sûr, c'est évident, Frida est une vraie artiste et arrivera sans problème à faire carrière. Au fur et à mesure de leurs échanges, les deux artistes se séduisent et finissent même par se marier, un an plus tard en 1929. Une union qui a fait grand bruit dans la presse mexicaine, non seulement à cause de la grande différence d'âge qui les sépare, mais également en termes de morphologie, les deux amants étant drastiquement différents physiquement. L'un étant un grand homme imposant et l'autre une femme petite et frêle. Certains ont même comparé le couple à l'alliance d'un éléphant et d'une colombe. Pas très sympa pour Rivera, pourtant leur amour semble passionné. Après leur mariage, ils s'installent vite ensemble dans un atelier de Mexico, mais leur relation n'est pas comme qui dirait stable. Les deux se trompent mutuellement, mais ça ne les dérange pas au point de se séparer. En novembre 1930, ils déménagent jusqu'à San Francisco aux États-Unis pour un projet de Rivera, une ville et plus globalement un pays que Frida déteste. Pour elle, la société américaine reste encore fondamentalement ancrée dans le colonialisme, l'antisémitisme et le capitalisme. Dans une lettre rédigée à un ami, elle écrira « J'ai vu tellement de gens dans la misère la plus terrible. J'enrage de voir tous ces riches ici. Ce qui est terrifiant, c'est de voir comment ils organisent des fêtes nuit et jour alors que des milliers de personnes meurent de faim. » Son séjour américain est également marqué par 2 fausses couches liées aux séquelles de l'accident de tramway. Tragique événement qu'elle mettra sur toile dans son Henry Ford Hospital, une de ses œuvres les plus célèbres. Et plus globalement, c'est à partir de ce séjour qu'elle commence à peindre sur la douleur, les blessures et la souffrance des thématiques qui deviendront bientôt centrales pour elle. Je pense notamment à la peinture intitulée Ma naissance, où l'image de l'heureux accouchement est remplacée ici par cette femme seule, drap sur la tête, donnant la vie dans le sang. On arrive alors fin 1933, Diego Rivera aimerait rester aux États-Unis, mais Frida Kahlo en a vraiment marre et souhaite revenir habiter dans son pays natal. Rivera, après quelques disputes, craque et le couple retourne donc vivre au Mexique, dans un quartier de la capitale. À cette période, ses problèmes de santé ne la quittent plus. Elle est opérée coup sur coup pour une appendicite, 2 avortements, puis enfin une ablation de quelques orteils gangrénés. Du côté vie de couple, c'est aussi une catastrophe. Frida Kahlo est habituée aux infidélités de son mari, certes, mais cette fois ça en est trop. En 1935, elle découvre que Diego Rivera entretient une relation extra-conjugale avec sa propre sœur, Cristina Kahlo. L'artiste en est alors profondément blessé, et de cette blessure va naître quelques petites piqûres, une œuvre inspirée d'un fait divers local, une femme victime d'un féminicide conjugal. Une peinture assez féministe, d'autant plus que l'homme représenté peut aussi faire référence à Diego Rivera lui-même, blessant métaphoriquement une Frida en sang après son infidélité. En réaction à son acte, la peintre quitte le foyer quelque temps pour s'installer dans un appartement du centre de Mexico. Elle acceptera finalement de le pardonner et ne réemménagera avec Rivera qu'en fin d'année, quand la relation entre sa sœur et son mari sera terminée. Durant ce laps de temps, elle reste toujours également très active sur le plan politique. Elle embrasse les thèses trotskistes et accueille même son principal représentant, Léon Trotsky, alors qu'il fuit l'URSS. Les 2 personnalités s'impressionnent l'une et l'autre et une brève liaison se serait même créée entre la jeune artiste et le politicien soviétique avant que Diego Rivera ne le mette à la porte. En 1938, Frida Kahlo fait la connaissance d'un artiste en vogue, André Breton, fondateur du mouvement surréaliste. Alors qu'il vient au Mexique pour animer des conférences sur l'art, il tombe sur les toiles de Frida et est immédiatement convaincu. Il décrit même ses œuvres comme un ruban autour d'une bombe et il va immédiatement les associer au surréalisme. Elle, par contre, ne l'aime pas beaucoup. Elle préfère largement la compagnie de la femme de Breton, Jacqueline Lamba, avec qui elle noue une profonde amitié et peut-être, selon certains, même un peu plus. Alors que son art est fréquemment comparé par les médias au mouvement surréaliste, elle n'aura de cesse de réfuter ces comparaisons. Elle dira
Je n'ai jamais peint de rêve. Ce que j'ai représenté, c'était ma réalité. Durant cette période de sa vie, elle va aussi vouloir s'émanciper en créant plus et en s'échappant de la houlette de son mari, en commençant drastiquement par divorcer avec lui. Et ça marche, puisqu'elle ne va jamais autant produire qu'à cette période-là. En l'espace de 2 ans, elle va réaliser pas moins de 28 tableaux, dont des réalisations aujourd'hui célèbres, comme l'autoportrait avec un singe, le cadre ou encore ce que l'eau m'a donné. Le temps passe et on arrive alors en 1939. Frida Kahlo se rend à Paris pour une exposition sur le Mexique organisée par le gouvernement. Et, comme ça avait été le cas lors de son voyage aux États-Unis, elle déteste la capitale française. Elle trouve la ville sale et est dégoûtée par la nourriture qu'on lui sert et attrape même une infection à la bactérie E. coli. Cependant, son séjour parisien lui permet de faire quelques rencontres dans le milieu artistique. Alors qu'elle loge chez André Breton le temps de l'exposition, elle est mise en relation avec, entre autres, Pablo Picasso, Vassili Kandinsky ou encore d'autres surréalistes comme Yves Tanguy. Et, à force de les fréquenter, elle se mettra de plus en plus à haïr le mouvement surréaliste, mais surtout les personnalités qui y appartiennent. Dans une lettre à son ami photographe Nicolas Muret, elle les qualifie même de fils de pute, lunatiques et prétentieux, faisant allégeance à un mouvement superflu et totalement stupide. Ajoutez à ça, l'exposition à Paris ne se passe pas forcément comme elle l'espérait, puisque les propriétaires de la galerie n'exposent qu'un petit nombre ridicule de ses œuvres. De retour au Mexique, les problèmes de santé la rattrapent, et notamment de fortes douleurs à la colonne vertébrale. Frida Kahlo est alors soignée à San Francisco par un ami médecin, le docteur Elosser, pour lequel elle réalise un tableau intitulé sobrement « Autoportrait dédié à Dr Elosser ». Et c'est d'ailleurs lors de son séjour hospitalier à San Francisco qu'elle recroise la route de Diego Rivera, encore lui, qui propose à nouveau de l'épouser. Une demande en remariage que Frida va, après tout ce qu'elle a subi, accepter, justement, puisque contrairement à son premier mariage, ça n'empiétera pas sur son indépendance. Cependant, 1 an plus tard, l'année 1941 sera une des plus éprouvantes qu'elle aura à vivre. D'abord, son père Guillermo Kahlo décède le 14 avril, ce qui va la plonger dans une profonde dépression. À cela vont s'accumuler les problèmes de santé, une infection de la main, une syphilis et d'importantes douleurs aux jambes. Mais au niveau artistique, à ce moment-là, l'État commence vraiment à la prendre en considération quand à l'époque, elle était surtout vue comme l'épouse de Rivera. Frida est alors choisie par le ministère mexicain des Affaires culturelles parmi 25 autres artistes et intellectuels pour former le Seminario de Cultura Mexicana. Son but, étendre et faire connaître la culture mexicaine via des expositions et des conférences. Mais tout au long de sa vie, Frida Kahlo n'aura aucun répit. À partir de 1943, son corps va de plus en plus la faire souffrir. Elle a fréquemment des douleurs dans le dos et va être obligée de porter plusieurs corsets différents, ce qui va marquer un frein dans son activité de peintre. Et pour cause, elle ne peut quasiment plus s'asseoir ou rester debout, ce qui fait qu'elle passe la plupart de ses journées allongée. Beaucoup des œuvres réalisées à cette période de sa vie symbolisent d'ailleurs cette souffrance. Le cerf blessé en est un bon exemple. L'artiste se représentant dans la peau d'un cerf transpercé de 9 flèches. Une possible référence au personnage biblique de Saint Sébastien, martyr catholique mort de la même façon, attaché à un arbre. La colline brisée est aussi un tableau représentatif des souffrances que Frida endure. Le corset de fer qu'elle est obligée de porter est symbolisé par une colonne du même matériau, symbole de ses souffrances et de son immobilité forcée. Entre 1946 et 1950, elle va devoir subir pas moins de 7 interventions chirurgicales sur sa colonne vertébrale seule et porter 28 corsets différents dont, comme on vient de le voir, un corset en fer. Confinée dans la maison au sein de laquelle elle a grandi, la Casa Azul, la santé de Frida Kahlo lui permet de ne sortir qu'à de rares occasions. Parmi ces événements, on peut compter l'exposition de 1953. Comme on l'a dit, elle ne peut pas se déplacer, alors c'est son lit qui sera transporté jusqu'à la galerie. Cette même année, elle est aussi amputée d'une de ses jambes à cause de la gangrène et attrape une pneumonie qui va malheureusement lui être fatale. Le 13 juillet 1954, après des décennies de souffrance, Frida Kahlo meurt d'une embolie pulmonaire dans Coyoacán, la ville qui l'a vue naître. Elle avait 47 ans. Pour ses funérailles, elle exige d'être incinérée. Elle qui avait tant souffert allongée, refusait de reposer éternellement dans cette position. Elle aura, dans toute sa carrière, réalisé 143 tableaux, dont un tiers étant des autoportraits. Sa dernière œuvre,
ironiquement positive comparée à la totalité de ses réalisations, sera intitulée Viva la vida, Vive la vie, elle qui a pendant une grande partie de sa vie été une grande pessimiste. Bon, Frida Kahlo, c'est le destin tragique d'une artiste qui n'a cessé d'avoir mal. Quasiment toute sa vie, son corps a été une prison pour elle. Une souffrance qu'elle a projetée sur bon nombre de tableaux, s'appropriant son art, le façonnant comme une sorte de journal intime de ses pensées et de son mal-être. En témoigne le nombre important d'autoportraits qui figurent dans son œuvre. Mais Frida Kahlo, c'est aussi et sans aucun doute un modèle d'artiste au féminin. Elle était une femme libre en dehors des dictats de la société patriarcale. Ses actions militantes et politiques, son physique caractéristique à la moustache et au monosourcil, ainsi que ses relations ouvertement bisexuelles, l'ont portée au rang de modèle de la contre-culture, bien avant les hippies et les punks. Pourtant, Frida n'a que peu bénéficié de ce statut de son vivant. Reconnue artistiquement qu'à partir des années 40, elle avait, pendant une grande partie de sa vie, vécu dans l'ombre de son mari. Mais, au fur et à mesure, elle a acquis non seulement une plus grande renommée que ce dernier, mais aussi une popularité et un héritage immense au sein de la pop culture mondiale. Dans son propre pays avant tout, le Mexique, Frida Kahlo fait encore littéralement partie du paysage. En 1984, le gouvernement mexicain déclarait officiellement son œuvre comme une part de l'héritage culturel du pays, à tel point que la grande majorité de ses peintures ne sont uniquement exposées qu'au Mexique. Elle qui a toujours mis un point d'honneur à faire valoir ses racines, est finalement devenue, comme elle le voulait, une égérie de la fierté mexicaine postcoloniale et un des visages les plus marquants du féminisme.